Hercule qui découvre l'accélération de la situation avec l'hémorragie des médecins qui quittent l'hôpital, l'hémorragie et le départ des infirmières, des services qui ne tombent plus parce qu'ils n'ont plus d'infirmières. Un article du professeur Rioux, qui est un personnage emblématique de la médecine d'urgence et la médecine en France, qui cet été, dans Libération, écrit « Les urgences, les couloirs de la honte ». Et pour finir, ce que vient de me dire Mme Lévy, c'est « panique en haut lieu ». Si le président de la République, avant-hier, reprend la main sur ce dossier, à la place de Mme Buzyn et à la place du Premier ministre, je peux vous confirmer que la situation est grave. Alors, pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Et pourquoi les urgences ? Les urgences, c'est une caisse de résonance de l'ensemble du système de santé, que ce soit par rapport à la ville comme par rapport à l'hôpital. Pourquoi les patients viennent aux urgences aujourd'hui ? Alors, je vais vous lire une phrase qui résume, attention à tous les mots et tous les points importants, ce qui va vous comprendre aujourd'hui pour en arriver là. Alors, les patients trouvent à tout moment une offre de soins de qualité structurée, avec une permanence de soins adossée à un plateau technique complet, dans un temps qui reste réduit par rapport au parcours ambulatoire de ville. Cette phrase, notez-la, on va y revenir et vous allez voir un peu les tenants et les aboutissants. Au total, en fait, les urgences, c'est une offre de soins qui est attractive et puis qui est gratuite. Faussement gratuite. On va y revenir. Mais c'est une médecine d'urgence qui est confrontée aujourd'hui à des enjeux importants et des défis et de nombreuses mutations dans la société. La principale mutation, que ce soit dans les urgences comme ailleurs, c'est la notion avec le temps. Aujourd'hui, c'est tout de suite. Les urgences, c'est une priorité. Et cette mutation de notre société avec le temps est en train de mettre un climat de tension de partout, dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Un paradoxe et une incompréhension. La santé, c'est la priorité des Français, à hauteur de 82%. Il y a une confiance massive dans les services d'urgence. Alors je vous le dis, c'est le croissant chaud. C'est le sondage de l'IFOP du JDD d'il y a 15 jours, le week-end dernier. Donc c'est une priorité. Il y a un problème. C'est une priorité, mais c'est la grande oubliée. Oubliée dans le programme présidentiel du président Macron en 2009. Oubliée à nouveau dans le grand débat de l'hiver dernier, qui était censé reprendre les sujets de préoccupation des concitoyens. Par chance, il s'est présenté dans la ruralité et en face de lui, il a été confronté à la vraie vie, aux maires et aux concitoyens qui lui ont dit « Monsieur le Président, vous allez nous parler de tout ce que vous voulez, mais vous avez oublié la santé et maintenant vous allez nous reparler de la santé. » Vous vous rendez compte ? C'est une priorité qui a été oubliée, y compris dans le grand débat dernièrement. Les urgences, une place à part dans la société. Elles incarnent de manière notable le socle républicain. Quand on est aux urgences, on a en permanence les notions de liberté, d'égalité des soins pour tous, de fraternité et de solidarité. Et puis je vais vous rajouter aussi deux notions importantes d'actualité, et on y reviendra. La laïcité et la confiance. Quand je dis la confiance, je reprends le rapport du CEVIPOF de Sciences Po. La confiance, c'est-à-dire que c'est une valeur cardinale de la démocratie. Quand aujourd'hui, vous n'êtes plus en rapport de confiance ou en défiance avec des gens qui sont censés vous représenter, il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il y a un pan important de la démocratie qui bascule. Une place à part, aujourd'hui, les services d'urgence sont devenus une soupape de sécurité pour tout le système de santé sociale, accessible et ouvert 24 heures sur 24. Et le dernier point, c'est une place centrale aujourd'hui obligée de tout le système de santé, tant par rapport à la ville que par rapport à l'hôpital, on va y revenir. Comment définir les urgences ? Vraies ou fausses urgences ? Alors, les urgences, quand vous lisez un peu, on vous lit l'urgence en matière de santé est généralement définie comme un phénomène qui survient de manière brutale et inattendue, qui surprend et qui inquiète, à tort ou à raison, l'intéressé ou son entourage. En gros, on ne comprend rien à sa rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Problème réel, urgence ou urgence ressentie. En fait, les urgences ont pour mission de soigner vite, bien, tout le monde et sans sélection. Elles ont deux notions importantes, on va y revenir en termes d'organisation, c'est que les urgences, pour nous, il y a une notion de triage. Triage, ça veut dire qu'en un laps de temps important, il faut vite savoir dans quelle filière on va vous mettre, ce qui est urgent, ce qui est une entorse, ce qui est un infarctus, celui qui dans les 5 minutes peut basculer et celui qui peut attendre 1 heure ou 2 heures. Donc c'est important.
Un point important aujourd'hui dans la définition des urgences, c'est la polyvalence. Aujourd'hui, quand vous arrivez à l'hôpital, vous avez du mal à accéder aux services de spécialité. Pourquoi? Ils s'hyperspécialisent de plus en plus. Donc si les services s'hyperspécialisent, ça veut dire qu'il y a un pan important de leur activité qu'ils abandonnent. Et d'après vous, ils l'abandonnent à qui? Ils l'abandonnent aux urgences. Donc de plus en plus aujourd'hui, les urgences deviennent polyvalentes. Et à des limites, on rajoute toujours du no limite. Une notion importante qui a été définie par le gouvernement Hollande, c'est que dans la définition des urgences, il faut rajouter un délai et un périmètre de temps de 30 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tout le territoire, les populations doivent avoir accès à un système d'urgence dans les 30 minutes, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et qui peut être raccourci aujourd'hui par le positionnement d'hélicoptères sur le territoire. On va revenir sur l'hélicoptère, vous verrez pourquoi. En gros, trop de patients viennent pour rien aux urgences, selon 82% des Français. Je suis d'accord. Attention. Attention, quand mon directeur me dit trop de patients viennent aux urgences, quand Madame Buzyn au ministère me dit trop de patients viennent pour les urgences, je dis Madame, il n'y a pas de problème. Vous allez venir le week-end prochain avec moi, je vais vous mettre en salle d'attente et vous allez dire à tout le monde, vous venez pour rien aux urgences. Mais je vais vous aider, Madame Buzyn, pour ne pas vous fixier devant le procureur, c'est que faites attention. Les gens viennent aux urgences pour rien, jusqu'à preuve médicale du contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une définition a posteriori. Ça veut dire que dans la salle d'attente, même moi le premier, quand on voit la foule, on dit mais ces gens viennent pour rien. Mais dans ces gens qui sont assis en salle d'attente qui viennent pour rien, il y a de véritables bombes, il y a de véritables urgences et de véritables urgences à retardement. Pas plus tard qu'hier, un patient qui venait pour rien, qui a vu 5 fois son médecin, il était assis en salle d'attente. Il a fait un malaise, infarctus du myocarde, on l'a récupéré par les cheveux. Donc il faut faire très attention à ce raccourci. Les gens viennent pour rien aux urgences. Peut-être, mais après avoir été évalués par un médecin. En chiffres, j'ai plein de chiffres pour vous répondre, mais pour vous donner un peu une image, pour documenter le débat, je vais vous donner 4-5 chiffres. Le tiers de cette assemblée aujourd'hui présente avec nous, le tiers, 30%, finiront aux urgences dans l'année. 30% de la population va aux urgences dans l'année. 7 millions de passages en 1990, aujourd'hui 21 millions de passages en 2018, c'est-à-dire que régulièrement vous avez 5 à 7% d'augmentation d'activité régulièrement. Alors ce qui est important aussi, 2% du budget de la santé, un passage aux urgences, c'est gratuit. Hein. D'après vous, combien ça coûte un passage aux urgences, au vu des forfaits? C'est-à-dire que quand vous veniez pour quelque chose de grave, on ne discute pas, on investit, c'est justifié. Vous venez pour un urgo. De temps en temps, il y a des gens qui viennent pour un urgo. Un urgo, vous mettez un urgo, on repart. D'après vous, combien coûte l'urgo à la collectivité? Ça, personne ne le sait dans la salle. Un pognon de dingue. Oui, un pognon de dingue, mais combien? 170 €. Le moindre passage aux urgences, c'est 170 €. Bon, je ne m'explique pas, c'est problème de forfait et tout, mais pour vous dire, quand les gens viennent, c'est gratuit parce qu'ils ne sortent pas la carte bleue. Ouais. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Ça coûte à la collectivité 170 €. Autre chiffre important, d'après vous, les flux des urgences, combien de patients sont hospitalisés? En gros, 20% des patients qui viennent aux urgences sont hospitalisés. Mais attention, dès qu'on bascule derrière l'âge de 70 ans, c'est 60 à 70% d'hospitalisation. D'accord? Donc c'est plus du tout les mêmes chiffres. Qu'est-ce qui est important à vous dire aujourd'hui? C'est que la pédiatrie aujourd'hui est en train de monter en flèche. Et je vous alerte aujourd'hui dès maintenant, c'est le futur scandale de santé publique dans notre territoire. Il n'y a plus de pédiatres. Et le futur service de pédiatrie pour tous vos petits-enfants, vos enfants, dans les 2-3 ans à venir, ce seront les services d'urgence. Rien n'a été réfléchi, comme les personnes âgées. Rien n'a été anticipé. Nos technocrates, très technocrates, malgré leurs compétences intellectuelles, ont oublié d'anticiper, de se projeter dans le futur. Autre chiffre qui est important, le salaire des infirmières. Ça, les infirmières, vous l'avez entendu hier soir, avant-hier soir, encore l'autre jour avec M. Macron, c'est une honte. C'est une honte, c'est un scandale, le salaire de vos soignantes aujourd'hui en France. 1 700 €. Moi, j'ai 2 infirmières qui ont quitté les urgences, des gens très compétents, valables, ils sont partis en Suisse. D'après vous, 1 700 € versus combien? 4 000, 4 500 €. Alors certes, la vie est beaucoup plus chère, mais voilà, ça c'est une problématique aujourd'hui qui explique l'hémorragie
et le départ de nos infirmières et nos soignants. On va y revenir dans la présentation, mais déjà en introduction, je vous annonce que c'est une problématique majeure aujourd'hui. Ensuite, la T2A. La T2A, on va y revenir, c'est ce qui permet aujourd'hui la tarification à l'activité. On a imposé cette marche forcée à nos directeurs. La T2A, 30% d'actes inutiles qui ne servent à rien. Mais on a fait marcher la machine à budget en permanence. La France dépense de santé par habitant, on est à 4 500 €, 12e rang mondial. La Suisse, 6 000 € et la Norvège, 7 000. Bon, bref, on est au 12e rang des budgets pour la santé. L'ONDAM, Madame Lévy vous en parlera, c'est son cauchemar. Quand elle est députée à l'Assemblée, ce sont les objectifs nationaux de dépenses. En gros, c'est chaque année combien on doit rajouter du budget pour pouvoir soigner une population qui est vieillissante, qui est polypathologique et qui fréquente de plus en plus l'hôpital. Donc, en gros, l'ONDAM aujourd'hui, on l'a rabaissé, c'est-à-dire qu'on rabaisse en plus ses coûts, 2,1%. On va péniblement vous dire et dire à Mme Lévy, allez, on va vous faire un cadeau, 2,3%. Il faut 4,4%. Il faut 4 milliards de plus chaque année pour pouvoir soigner les gens. Donc il nous faut 4,4 milliards. Et Mme Lévy, en ce moment, à l'Assemblée, lors du vote, on est en train de parlementer pour 2,1, 2,3. Donc en gros, je veux dire, on se moque du monde et on se moque de la population. La dette de l'hôpital, on en parle parce que certains vont m'en parler, ça coûte cher, certes, ça coûte cher, mais c'est un investissement qui est une priorité nationale. Bon, c'est 30 milliards. 30 milliards, l'autre soir, le directeur nous dit qu'on veut faire rembourser à l'hôpital ces 30 milliards. Donc c'est simple, c'est 9 milliards par an jusqu'en 2024. Donc vous avez compris, non seulement il nous faut 4,4 milliards pour vous soigner, mais en plus on demande à l'hôpital de rendre 9,9 milliards. Donc on est chez les fous, hein, comme dirait comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, on est chez les fous. Démission des médecins urgentistes l'année passée, combien d'après vous de médecins urgentistes ont quitté l'hôpital public? Et je vous expliquerai après pourquoi les médecins ont quitté. Il y a à peu près 120 l'année passée, le double cette année. Plus de 200 médecins urgentistes sont démissionnés, mais il manque 30% de postes sont vacants aujourd'hui à l'hôpital. 30% de postes sont non pourvus à l'hôpital. On a fermé 100 000 lits en 20 ans à l'hôpital, 17 000 lits fermés en 6 ans, 180 000 nuits de brancard pour des personnes, aux personnes âgées, aux urgences, l'année passée. Quand j'ai sollicité Madame Lévy, comme tous les députés du Var l'année passée, c'est pas Vincent Carré qui les a sollicités, c'est le Sénat. Et le rapport du Sénat, quand vous voyez les gens qui participent à un rapport du Sénat, ce sont des directeurs d'ARS, des directeurs d'hôpitaux, des gens responsables et des gens qui ont pignon sur rue. Ces gens ont dit via le Sénat, quand vous allez voter le PLFS, faites attention, ne votez plus la fermeture des lits. D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par Mme Lévy, parce qu'il y a un seul député qui n'a pas voté. Ils ont tous voté la fermeture des lits. Et 2 mois après arrive l'hiver, et vous retrouvez toutes ces personnes âgées allongées sur des brancards. Et bien chaque fois que je vois une personne âgée sur un brancard avec la famille, je veux dire, je renvoie à la responsabilité des députés et j'explique aux familles, aux malades, si vous êtes sur des brancards, c'est qu'il y a des gens en haut lieu qui sont censés vous représenter, qui font en sorte que vous soyez sur des brancards. Et quand un député de ce nouveau monde qu'on ne voit jamais et qui se présente dans un service d'urgence dans une démarche compassionnelle, je viens de le dire à Mme Lévy, vous inquiétez pas. Dans la demi-heure qui suit, elle se prend un courrier qui n'est pas très sympa de ma part, elle n'a plus remis les pieds aux urgences et je pense qu'elle ne le remettra plus, mais par décence et par respect, et pour assumer les votes et sa responsabilité, et qu'elle soit en cohérence avec son statut. Pourquoi ces chiffres? Alors ces chiffres, pourquoi les gens viennent aux urgences? D'abord, il y a la loi. La loi, il y a un article de loi, bon, je ne vous le cite pas, mais je vous le cite, les urgences doivent accueillir, sans distinction, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, tout patient, sans distinction, qui se présente pour un motif d'urgence réel ou ressenti. Donc déjà, pour ceux qui me disent les gens viennent pour rien aux urgences, oui, mais la loi vous dit vous allez aux urgences. Et puis aux urgences, on n'a pas le droit de vous refuser. Tout le monde doit être accueilli, tout le monde doit être examiné. Donc déjà, il y a la loi. D'accord ? Deuxième problème de société,
Le principe de précaution générale. Vous savez tout ce que c'est, le principe de précaution générale. Le principe de précaution générale, c'est pour éviter de finir devant le juge, pour éviter de finir dans les médias ou devant les familles, on ne prend pas de risques et on envoie tout aux urgences. Madame Buzyn, cet été, il y a trop de patients qui viennent aux urgences. Ne venez pas aux urgences. Mais dès que la canicule a pointé son nez, je prends la voiture sur toutes les chaînes. Attention, hein, si une personne... message gouvernemental. Si vous voyez quelqu'un faire un malaise, appelez le 15. Si quelqu'un s'écroule dans la rue, amenez aux urgences. Donc, en même temps, on vous explique qu'il ne faut pas fréquenter les urgences, mais principe de précaution, on ne prend pas de risque, allez tous aux urgences. Culture du risque zéro. On croit aujourd'hui, avec la technologie, qu'il ne va plus rien vous arriver, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mort sur la route. Quand vous allez au ski, il ne peut rien vous arriver parce que l'État-providence sera là, donc personne ne pourra décéder sur les pistes. Il n'y aura plus de mort de parturiente lors d'accouchement. Non, ça n'existe pas, le risque zéro, ça n'existe pas. Il y aura toujours des décédés. Consumérisme médical. Quand vous voyez des comportements de personnes qui arrivent aux urgences à l'hôpital, dans un symbole, il leur manque le caddie dans leur façon de donner. C'est-à-dire que le caddie, on va consulter, après je veux le bilan sanguin, je veux l'échographie, je veux le scanner. Non, à un moment donné, il faut expliquer aux gens, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans la culture des gens, on est dans le consumérisme médical, gratuité, et derrière le gratuité, ce qui vous achève à 2h du matin, c'est « Monsieur, j'y ai droit ». Non, avant d'avoir les droits, on va vous expliquer. Il y a des devoirs, mais on va expliquer. Là aussi, on a pris beaucoup de retard dans cette société pour vous expliquer les choses. Et en 2003, il y a quelque chose qui nous a un peu fait beaucoup de mal, c'est l'arrêt des gardes dans la permanence des soins et le basculement de la permanence des soins, c'est-à-dire vos médecins qui prennent des gardes, sur le volontariat, et avec un désinvestissement de la médecine de ville dans ce sens-là. Moi, quand j'étais jeune, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi médecine. Quand on était gamin à Marseille, on était 4 enfants. Quand quelqu'un avait la grippe ou l'angine, ne vous inquiétez pas, hein, dans les 3 jours qui suivaient, tout le monde les avait. Et puis on voyait notre médecin généraliste qui arrivait à 2h du matin. Il soignait les 4 enfants, il soignait les parents, il discutait politique avec mes parents, il faisait payer une consultation et il rentrait à 2h du matin. J'étais en admiration devant cet homme. Depuis tout gamin, j'avais 8 ans. Et j'ai fait ce métier parce que j'étais en admiration devant cet homme. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé et vous savez que vous n'avez plus à 2h du matin votre médecin généraliste pour parler politique avec vous ou pour soigner tout le monde. Les conséquences de ces flux. Les conséquences, les urgences récupèrent tous ces flux et ce sont le lieu de démission, de renoncement et de transfert de toutes les responsabilités. Les services sont dans le rouge et on n'arrête pas de dire « attention, on est dans le rouge, arrêtez dans le rouge ». On est dans le rouge, mais on rajoute encore du rouge en permanence. Bon, en gros, c'est un système qui est devenu en limite, et des limites qui sont sans arrêt repoussées, et qui expliquent après qu'on ne puisse plus agir. Il y a des limites qui sont atteintes, et le système bascule et ne répond plus aux demandes. Aller travailler aux urgences, dans le jargon aujourd'hui des urgentistes et des médecins, d'après vous, quel est-il? Aller travailler aux urgences, c'est aller travailler à la mine. Un constat, je ne plaisante pas, hein, dans notre jargon de médecin urgentiste aujourd'hui, travailler aux urgences, c'est aller travailler à la mine, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors un constat avec ces flux au quotidien. Quand vous voyez tous ces flux, les urgences sont devenues le meilleur observatoire de la société et de ses problématiques. J'aime dire aux élus, leur rappeler cette phrase. Et j'aime expliquer, quand j'avais encore le temps de les solliciter par responsabilité et de dire au Nouveau Monde, venez un peu aux urgences et ne venez pas ou arrêtez d'être sur les plateaux télé à vous pavaner ou à faire je ne sais trop quoi. Plutôt qu'être sur les plateaux télé, venez au contact des réalités, revenez sur le terrain. Bon, voilà. Donc les urgences, c'est le meilleur observatoire. Cet été, Mme Buzyn a quand même fini par reconnaître que les services d'urgence payent et supportent lourdement l'ensemble des dysfonctionnements dans le système de santé, qu'il soit par rapport à la ville, soit par rapport à l'hôpital ou à Laval. Malaise profond de société. On y arrive. Avec tout ce que je vous dis, vous comprenez aujourd'hui pourquoi arrive ce malaise au sein de nos équipes. Malaise. Économie. 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 Toujours économie, rentabilité, économie. C'est ce qu'entendent nos personnels, infirmiers, soignants, médecins, depuis des années, tous les jours. Comment voulez-vous? Économie, économie, vous avez entendu, on n'a pas parlé des hommes.
On a parlé d'économie de chiffres. L'oubli et les oubliés. Parler des chiffres, ne plus parler des hommes. C'est ce que a rappelé le sénateur Bruno Retailleau en disant aujourd'hui notre société paie très cher le diktat et la loi du nombre contre la loi de l'humain. Un système aujourd'hui qui s'est profondément déshumanisé. C'est ce que ressentent l'ensemble de nos équipes. Ce qui fait beaucoup de mal aujourd'hui à l'hôpital et à la société, c'est la technocratie et la bureaucratie. Je vous conseille tous de vous plonger dans un livre qui a été écrit par Alain Perfit en 1976, qui s'appelle Le mal français. Ce livre, il est connu de tous nos énarques, de tous nos directeurs et de tous nos intellectuels qui ont fait Sciences Po. C'est une référence. Je vous en lirai un passage tout à l'heure. Il rappelle nos populations et nos élus à l'irresponsabilité illimitée de nos technocrates qui prennent des décisions sans jamais en assumer aucune conséquence. Si, les conséquences de nos cabinets de technocrates, c'est Madame la députée qui va devoir assumer les conséquences et courir derrière, et c'est nous, derrière aux urgences, qui allons devoir courir en permanence et assumer les conséquences de ces décisions technocratiques que personne n'assume. Les violences. Les violences, c'est un point important aujourd'hui. J'ai sollicité Mme Lévy l'année passée sur un brancardier qui s'était fait lyncher aux urgences. Il s'était fait lyncher par 8 personnes. La réactivité a été de fait, puisque en l'espace de quelques heures, Mme Lévy intervenait à l'Assemblée nationale et interpellait le ministre de la Santé. Dans le sanctuaire de l'humain, dans le sanctuaire des soins, vous aviez aujourd'hui quelque chose qui déstabilise les équipes, c'est la violence. Cette violence, moi j'ai passé en tant que chef de service des heures, des journées au tribunal, à Toulon, au TGI, pour devoir défendre des menaces de mort, des coups et blessures sur nos personnels. Donc aujourd'hui, quand on parle de la mine et quand les gens démissionnent, c'est que les gens n'acceptent plus d'être soignants, de donner des soins et d'être dans des démarches d'amour avec la société, et en retour de recevoir cette violence. C'est aujourd'hui un des points importants qui n'est plus accepté par les personnels et qui entraîne aussi la fuite de nos personnels. Le socle républicain défié et mis à mal. C'est un propos que j'ai abordé lors des primaires avec M. Sarkozy et je lui ai expliqué qu'effectivement aujourd'hui, à travers la laïcité, vous avez aujourd'hui les équipes soignantes qui sont amenées aujourd'hui à devoir défendre la République à travers des démarches d'instabilité où on voudrait venir faire plier la République. Encore faudrait-il qu'en haut lieu, on ait le courage des discours et des responsabilités et qu'on ne soit pas effectivement dû en même temps en permanence, au risque de payer très cher dans les temps qui arrivent une certaine lâcheté par rapport à ces dossiers de société. Je vous rappellerai entre parenthèses qu'il y a un journaliste de Charlie Hebdo qui s'appelle Rhys, qui a écrit un livre qui s'appelle 1 minute 49 sur le Bataclan, qui réserve un chapitre complet à son livre, qui est intitulé « Collabo ». Que tout le monde s'interroge aujourd'hui en France, pourquoi un journaliste de Charlie Hebdo écrit dans un livre un chapitre complet, écrit « Collabo ». Reconnaissance aujourd'hui des personnels, ben oui, reconnaissance, le salaire, on en a parlé, 26 rangs sur le CDE, des soins tardifs aujourd'hui, de soins ou des cas cliniques aggravés qu'on ne connaissait pas, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, et ça, c'est un signe important de l'évolution des choses. Un point important aujourd'hui de cette mutation, de drame de la vie. Les gens ne s'accompagnent plus pour mourir, ils viennent mourir aux urgences. La semaine dernière, j'étais en SMUR à Saint-Mandrier, en face. Il faut une demi-heure pour y aller, en plein après-midi. J'y suis allé, c'est mon rôle, mais j'étais médecin SAMU et SMUR pour couvrir tout le territoire ouest du département. Le Bossé, Saint-Cyr, Bandolode. J'y suis allé parce qu'une dame, 70 ans, avec un cancer terminal, qui ne veut plus être hospitalisée, qui veut mourir à la maison, qui refuse l'hospitalisation, mais qui souffre énormément. Donc le médecin régulateur, après ne pas avoir pu trouver de médecin pour s'en occuper, m'a envoyé avec mon équipe de SMUR. Donc je suis resté, d'après vous, combien de temps, en tant que médecin urgentiste, pour m'occuper de cette dame et pour l'accompagner? Je suis resté 2 heures. 2 heures pour mettre la perfusion,
pour l'accompagner, pour engager cet accompagnement dans la mort de manière décente et sans souffrance, avec mon infirmier, mon conducteur du SAMU, et avec le relier avec les infirmières. Donc voilà, ce que vous ne voyez pas dans nos métiers, c'est ce côté aussi qui n'appartient pas à la médecine d'urgence, aux aides d'urgence, mais qui nous incombe aujourd'hui aussi. Les mutations. La loi hôpital, santé, territoire de Mme Bachelot, en gros, on a fait basculer l'hôpital dans ce qu'on appelle l'hôpital entreprise, le beau malade qui rapporte. Sélectionner le beau malade qui rapporte. Mais quand on sélectionne le beau malade qui rapporte dans les étages, le malade qui n'est pas beau et qui ne rapporte pas, d'après vous, il reste où? Il reste aux urgences. Et c'est aux urgentistes d'essayer de faire en sorte que le système prenne en charge un peu même le beau malade qui ne rapporte pas. Donc aujourd'hui, il y a un conflit majeur à l'hôpital à cause de cet hôpital entreprise, à cause de cette lourdeur financière qui fait que vous avez une dualité et des conflits énormes entre nous, entre médecins, entre le malade non programmé, les urgences, et le malade programmé. Et je peux vous dire que c'est un combat. Je ne m'attendais pas, moi en tant que médecin, un jour à devoir mener ces combats pour arriver à soigner les patients. La gouvernance hospitalière et les médecins écartés et désinvestis. Je suis content, le président Macron l'autre soir a dit on a fait fausse route, on a confié la direction de l'hôpital à un seul patron, sauf que le patron s'est mis à dos quand c'est pas trop le cas chez nous à Toulon. Encore nous, on a la chance d'être avec un directeur avec qui on travaille de manière intelligente. Mais je peux vous dire que dans de nombreux hôpitaux, y compris dans CHU Marseille et Nice, c'est pas du tout le cas. Vous avez un conflit majeur entre les médecins et leur direction qui font que plus personne ne se parle. Ça veut dire que quand plus personne se parle à ce niveau-là, les choses ne sont pas organisées et en finalité, ce sont les patients qui payent la facture. Donc ça, aujourd'hui, on a réussi à faire comprendre au président Macron qu'il fallait revoir complètement la gouvernance de l'hôpital et il fallait redonner la place aux médecins, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui savent de quoi ils parlent, ceux comme Madame Lévy qui aujourd'hui, en tant que députée, est sur le terrain avec vous pour aborder ce sujet. Elle n'est pas comme certains députés hier soir à la télé sur les plateaux à 23h où ça ne sert à rien. C'est la vraie vie. La vraie vie, être au contact des réalités du terrain et ce qui, entre parenthèses, vous rend crédible et vous ramène le respect de vos concitoyens. 35 heures à l'hôpital, ça a flingué aussi l'hôpital. 35 heures avec Martine Aubry, on y reviendra après. Sociétal aujourd'hui, les mutations, individualisme et égoïsme à outrance, chacun pour soi, chacun dans son petit coin, et plus personne n'est dans un combat collectif. Les urgences drive, je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce qui est insupportable, c'est qu'on voit arriver des gens qui disent, voilà, moi je suis, non, vous voyez pas, on a l'impression qu'ils arrivent à Carrefour, on appelle ça, nous, les urgences drive. Il leur manque plus que le caddie pour venir dans ce rapport de force et de violence, en exigeant des soins, en exigeant... C'est un combat. Et je peux vous dire que c'est usant et ça fatigue les équipes. Déserts médicaux et volontaires, on m'a parlé. Les nouveaux paradigmes de société. Aujourd'hui, mes équipes sont de plus en plus féminisées. Alors, je ne suis pas dans le féminisme. J'adore mes filles. Souvent, elles sont brillantes. Elles tiennent la route, mais elles ont des devoirs de vie et d'exemple que nous n'avons pas. Elles veulent être mamans, elles ont leur vie de famille, leur vie de maman. Donc aujourd'hui, dans des métiers comme les nôtres qui sont de plus en plus féminisés, vous en avez des impacts et des répercussions. Les jeunes générations, et on y reparlera tout à l'heure, avec de nouveaux paradigmes de société qui changent un peu par rapport à nous. Les politiques. J'ai eu la chance, je vous l'ai dit, de travailler avec Mme Lévy, avec Hubert Falco, avec Josette Pons, dans un rapport de confiance. Cette confiance, aujourd'hui, elle est perdue avec le Nouveau Monde. Elle est perdue et il y a une espèce de mépris et de cynisme que nous ressentons tous. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Le bel hôpital que vous voyez aujourd'hui à Toulon, 500 millions d'euros. Si nous n'avions pas eu Mme Lévy et M. Falco, nous n'aurions jamais eu cet hôpital. L'hélicoptère que vous avez sur le toit, les gens pensent que l'hélicoptère, il est venu, il s'est posé comme ça sur le toit. Il ne s'est pas posé sur le toit, l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est avec les députés et Mme Josette Pons, qui à l'époque était vice-présidente du Conseil général. On se voyait entre 21h et 23h le soir au Conseil général dans son bureau. Et ça a été des soirées et des soirées de travail, de concertation relayées par ses collègues députés, M. Falco, pour que vous ayez un hélicoptère. Mais l'hélicoptère, aujourd'hui, sur le toit, il permet à tous les Varois d'avoir les mêmes chances dans la course contre le temps, sur du polytraumatisme, sur la personne qui fait un accident vasculaire cérébral dans le Haut-Var, celui qui fait un problème coronarien, tous ces combats-là, tous ces dossiers, l'hôpital de Sainte-Musse et l'hélicoptère, on l'a eu
grâce à nos élus, grâce à nos politiques. Aujourd'hui, ces combats, on ne peut plus les mener, ils ne sont plus là, ils sont aux abonnés absents, ils sont aux abris, et même, ils ont compris, ils ne sont pas très stupides, ils ont peur de nos équipes et ils ne se pointent plus aux urgences. C'est quand même inquiétant. Instabilité sociétale à venir, et les urgences sont en premier front et bouclier de toutes ces problématiques. Et ensuite, au final de tout ça, ce qu'a dit le président l'autre soir, c'est qu'en final, il s'aperçoit qu'il y a une perte de sens pour tous les soignants aujourd'hui. Alors les faiblesses de ce système qui arrive en bout de course, vous avez des urgences pour lesquelles vous n'avez plus de réponse. 50% des infarctus aujourd'hui arrivent à l'hôpital sans SMUR. Pourquoi ? Principe de précaution, surplus des appels, on a peur de renouveler le drame de Naomi à Strasbourg, donc on envoie des équipes, sauf que à force d'envoyer des équipes et à se protéger, il y a de véritables urgences aujourd'hui qui n'ont plus de vecteurs SMUR. Donc 50% des infarctus du myocarde aujourd'hui arrivent sans SMUR, et moi aujourd'hui j'ai été obligé de recadrer mes équipes et de changer les procédures, parce que sur la filière déchocage, vous savez ce que c'est la filière déchocage ? C'est la filière un peu urgence vitale, tapis rouge. En gros, pour vous, messieurs, vous savez, mais pour vous, mesdames, qui n'êtes pas habitués, quand vous voyez les grands prix de F1 à la télé et que vous voyez un véhicule qui arrive pour changer les pneus et autres, est-ce que vous voyez le nombre de personnes qui est à côté, les techniciens ? Eh bien, vous enlevez la voiture et vous mettez un patient en urgence et vous faites rentrer dans les urgences. Voilà ce qui se passe à côté. Quand quelqu'un arrive dans la filière des chocages, c'est la même agitation, c'est le même timing et la même prise en charge. Voilà, c'est ça. Bon, ben aujourd'hui, vous avez certaines gardes, 60 à 70% des patients qui justifient le déchocage, qui arrivent sans SMUR. Ça veut dire qu'ils arrivent aux portes de l'hôpital et nos équipes ont l'obligation de très vite repérer les critères de gravité pour les orienter tapis rouge tout de suite dans les 10-15 secondes qu'il y a sur ce secteur de déchocage. Et les drames annoncés, le drame annoncé, je vous l'ai dit, encore avant-hier soir sur le SAMU de Nancy, encore cet été, une personne retrouvée décédée d'urgence, sauf qu'il arrive un moment donné où nous sommes dans ce qu'on appelle un peu un climat d'impuissance, c'est-à-dire qu'on est dépassé par la situation et on n'arrive plus malgré notre bonne volonté. Les attaques du système de santé, il y a eu 3 coups de poignard. Le premier coup de poignard, les 35 heures Martine-Aubry sans recrutement. Donc plus de travail sur les équipes avec pas de récupération et des équipes qui ont mis dans le rouge. Un seul chef administratif, la gouvernance, en mettant de côté tous les soignés. Et le dernier coup de poignard, c'est encore une belle invention technocratique, ce sont les GHT, les groupes hospitaliers de territoire, qui font qu'aujourd'hui, on est en train de déshabiller les hôpitaux périphériques, Brignoles, Draguignan, Saint-Tropez, et on est en train d'orienter sur les plateaux techniques que sont Saint-Emus pour les gros soins. Alors, d'un côté, ça a du bon. Vous ne pouvez pas mettre... Ce sont des visions purement comptables, technocratiques, complètement déconnectées du terrain. Les gens qui ont pondu ça, je peux vous dire, ils n'ont jamais mis les pieds, une fois de leur vie, dans une garde d'urgence, dans un camion de SMUR à l'hôpital. Malheureusement, c'est nous maintenant qui devons courir derrière ces conséquences. Alors, comment répondre à cette situation ? Il y a 2 choses. On vous répond, organisez-vous, réorganisez-vous. Dès qu'on ne sait pas quoi dire, c'est organisez-vous, réorganisez-vous. Eh bien, on s'organise et on se réorganise. Alors aujourd'hui, vous avez le centre 15, le SAMU. Au niveau de l'hôpital, on a mis en place, dès que vous arrivez, une infirmière de tri d'orientation avec un médecin qui, suivant une grille et des critères, tout de suite est obligé, dans les plus brefs délais, de vous orienter sur les filières adéquates. Donc, avec cette organisation aujourd'hui, il y a de moins en moins de contentieux, on va de moins en moins devant les tribunaux et on a de moins en moins de drames. Donc, le système a évolué et c'est un plus en termes de qualité des soins. Derrière ce système, d'après vous, combien il y a de filières de soins quand vous arrivez aux urgences ? Vous vous présentez, on vous a vu, combien il y a de filières ? Il y a 17 filières de soins. Avant, il n'y en avait qu'1 ou 2. Aujourd'hui, l'organisation et l'évolution des choses fait qu'il y a 17 filières de soins. Urgence gynécologique, en gynécologie. Urgence ophtalmo, problème coronarien, coronaire, donc le système a quand même bien évolué et on a la chance encore en France, malgré les difficultés, d'être dans un des meilleurs systèmes de santé au monde. Et en tout cas, pour moi, aux urgences, ce qui est important, c'est quand on est sur des critères de gravité et de détresse vitale, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'être en France. Et surtout. Se réinventer, s'adapter, toujours s'adapter et s'adapter à la société. Oui, toujours. Mission supplémentaire, obligation de service public qu'on n'avait pas vu il y a encore quelques années avec Mme Lévy. 1. Les épidémies.
dans 15 jours, la grippe va arriver et la bronchiolite va arriver. C'est notre hantise. Je ne sais pas où on va mettre les personnes âgées. Si on a une grippe virulente cette année, on va se retrouver encore dans cette problématique des brancards couloirs. C'est une hantise pour nous. Et là, je vous ai amené un papier qui est sorti avant-hier. Vous avez sur les bronchiolites et les détresses vitales sur des gamins en pédiatrie, les patrons parisiens des plus grands services de réanimation qui appellent au secours. Pourquoi? Ils ferment des lits de réanimation. C'est l'hôpital Necker, c'est le Kremlin-Bicêtre, qui sont des centres de référence. Ils ferment des lits. Pourquoi ils ferment des lits? Vous savez pourquoi? Leurs infirmières sont parties. Leurs infirmières les plus expérimentées, les plus aguerries, ont quitté les services de réanimation. Donc vous avez une situation, bon, c'était dans le cas enchaîné, mais peu importe, mais vous avez des services qui ferment le tiers de leur capacité de lit, la moitié, à la veille d'épidémies de grippe qui vont atteindre la pédiatrie et nos gamins. Voilà où on en est aujourd'hui. Les attentats et le terrorisme, on ne connaissait pas. L'attentat et le terrorisme, je peux vous le dire, on rentre en France pour une culture de société pour les 20 à 30 ans à venir, dans cette culture du terrorisme. On est encore dans le déni, les gens n'ont pas compris. Au monde, il y a 2 pays qui sont formatés dans cette culture du risque, et l'histoire vous rappellera les raisons pour lesquelles ils y sont, c'est Israël et le Japon. Israël pour les raisons que vous connaissez, et le Japon plus pour des raisons sismiques et autres. Et bien la France aujourd'hui, par rapport au terrorisme et par rapport à cette instabilité géopolitique, doit se préparer pour les 20 ans ou 30 ans à venir à répondre aux attentats à quelque moment qu'ils soient. C'est notre hantise, c'est vrai à Toulon comme c'est vrai dans tout service d'urgence. Et récemment, quelque chose qui s'est rajouté, auquel on n'était pas habitué, mais auquel il va falloir faire front, c'est les scènes de guerre dans nos cités avec le trafic de stupéfiants. On a eu à gérer avec Mme Lévy, à 200 mètres de Sainte-Musse, c'est ça, Mme Lévy, la cité à côté. On a eu un soir une scène de guerre, on a eu 5 blessés graves, dont 2 morts, évacués par leur propre famille, sans SAMU, sans pompiers, une véritable scène de guerre, avec des bras arrachés, etc., quand ils sont arrivés à Sainte-Musse, même pas à Sainte-Anne, même pas à l'hôpital militaire, et des scènes qu'on n'avait jamais vues, des scènes que nos collègues militaires connaissent en Afghanistan ou au Mali, mais pas du tout en milieu civil dans un hôpital. Et bien aujourd'hui, malgré tout ce que je vous ai dit en termes de mission et de champ de travail, on doit aujourd'hui s'adapter à ces orientations de la société. Donc vous avez compris, au final, on arrive dans un système qui devient nos limites et qui devient par moments un véritable danger. Jusqu'où la rupture? Jusqu'où la rupture, elle a été annoncée par le rapport du Sénat. Les consignes des élus législateurs de ne pas fermer les lits, on a dit, pas respectées. Des décès inattendus dans les services d'urgence. Une prise de conscience par notre ministre. Une prise de conscience par notre président de la République. Des mesures d'urgence, mais des mesures d'urgence par le plan Buzyn applicables, et dans 5 à 10 ans. Sauf que le balancier est parti trop loin, et le président Macron, l'autre soir, a été obligé de dire on ne peut pas attendre le plan Buzyn, il va falloir prendre des décisions urgentes, et il va falloir prendre la décision de créer un plan urgence-urgence. Je vous ai dit, les réponses, c'était l'organisation, on l'a abordé. Mais il manque quelque chose à part l'organisation. Le quelque chose important, c'est la reconnaissance. La reconnaissance des hommes et des femmes qui travaillent, et la démobilisation et le gâchis humain qu'il y a. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on attendra dans le plan urgence de M. Macron qu'on reparle des hommes, qu'on reparle des malades et qu'on remette la dimension humaine au centre de nos dossiers. Alors l'avenir, les défis, les enjeux économiques, le système de santé en France affronte la mondialisation, affronte les politiques néolibérales des sociétés américaines et anglo-saxonnes. Je ne vous souhaite pas de voir notre pays évoluer sur ces politiques-là. Parce que aux États-Unis, celui qui a un cancer, je peux vous dire qu'il vend sa vie là, et sa vie bascule complètement. L'autre soir, nous avons eu avec Hubert Falco la chance d'accueillir un congrès de médecine d'urgence au Palais de Neptune, et c'est le professeur De Frécy qui a fait l'introduction. Le professeur De Frécy, c'est le professeur qui est nommé par le président de la République et qui est en charge des commissions éthiques au niveau national. Il vous a annoncé qu'il allait falloir réfléchir sur le modèle économique du
du soin de santé à notre avenir. C'est-à-dire que dans quelques années, on ne parlera plus de chimiothérapie sur les cancers, on parlera d'immunothérapie et de nouvelles techniques. D'après vous, combien ça coûte les nouvelles techniques innovantes pour certaines maladies rares aux États-Unis? Allez, je vous le dis, 1 million à 2 millions de dollars pour soigner les gens. Ce qui veut dire aujourd'hui, à partir de maintenant, on est obligé déjà de se projeter dans les modèles économiques des systèmes de santé et de soins qui nous attendent. Les enjeux et défis humains, réhumaniser notre système de santé, remettre le patient au centre des priorités. Bruno Retailleau, la loi du nombre et du chiffre contre la loi de l'humain. C'est fini ça. On ne peut plus se permettre de voir évoluer notre société en bannissant complètement la dimension humaine, que ce soit le malade, que ce soit les équipes. Garder la maîtrise sur la technologie et l'intelligence artificielle, donc ça aujourd'hui c'est bien, mais il faut qu'on en garde la maîtrise. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on est de garde, avant-hier soir j'étais de garde, pour interpréter un scanner sur un Toulonnais, d'après vous, quel est le médecin qui me répond? Il est où le médecin qui me répond? Avant, j'avais mon radiologue qui était à côté de moi, je ne comprenais pas un dossier, je me déplaçais, je me dégourdissais les ans, je discutais avec lui, je dis écoute, j'ai besoin de scanner, qu'est-ce que tu en penses sur cette image? Il me dit écoute, du coup de faire ce scanner, fais ça, fais une échographie. Donc aujourd'hui, on n'a plus, le radiologue n'est plus là. Il est où le radiologue aujourd'hui avec lequel travaille le docteur Carré en pleine nuit? Il est au Japon ou en Australie. Et qui est ce radiologue qui est au Japon et en Australie qui répond au docteur Carré? C'est un radiologue toulonnais qui part pendant 15 jours, 3 semaines là-bas, parce que le jour, la nuit bascule, ce qui fait que la nuit, quand on a besoin de les solliciter sur l'imagerie en permanence, là-bas, ça correspond à des créneaux de jour. Donc, et voilà aujourd'hui où en est passé notre système. L'intelligence artificielle, la technologie, c'est une patiente qui m'a dit ça hier, mais monsieur, les docteurs, vous vous occupez pendant 5 minutes des malades, mais après vous êtes passé votre temps devant des ordinateurs. C'est 5 minutes de temps clinique pour 20 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a complètement basculé avec la technologie, qui est une bonne chose, mais il faut faire attention, la technologie, il faut à tout prix qu'elle n'échappe pas à la dimension humaine de nos métiers. Politique, responsabilité partagée, assumée. Je suis très inquiet sur le rôle de nos élus, de nos politiques. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais quand on alerte des élus sur des sujets aussi importants que ceux qu'on a abordés aujourd'hui, et que vous avez un vote godillot de système obligé aux ordres, et ce que j'écris dans la lettre à la députée qui était venue, quand madame, comme vous êtes enseignante, je vais vous parler de Victor Hugo. Victor Hugo disait, le système politique c'est les consignes et la conscience. De temps en temps, il faut rappeler sa conscience par rapport aux consignes. Vous avez oublié votre conscience sur ce dossier-là. Donc voilà, aujourd'hui on en est. Mais je suis très inquiet aujourd'hui, alors que ce rapport entre les soignants que nous sommes et les politiques est un rapport fondamental aujourd'hui pour arriver à vous soigner. Quand j'ai prononcé le mot de confiance, j'ai prononcé le mot de proximité et j'ai prononcé le mot aussi de complicité avec Madame Lévy et Monsieur Falco. Je n'ai pas prononcé ces mots-là par hasard. Les nouveaux paradigmes, un nouveau paradigme auquel il va falloir répondre. Allez, je vous le cite, j'appelle ça mon interne du Lavandou. J'ai une petite interne du Lavandou qui finit son cursus et je lui dis mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous êtes au Lavandou, c'est extraordinaire. Vous êtes médecin, vous êtes du Lavandou, votre médecin traitant part à la retraite et vous laisse le cabinet pour 1 euro. Et vous allez faire quoi? C'est extraordinaire, vous êtes au paradis. Non, monsieur, je ne vais pas au Lavandou. Je vais faire quoi? Et comment va faire votre médecin généraliste? Eh bien, le médecin généraliste du Lavandou, il a recruté qui comme médecin, d'après vous, au Lavandou? Un Roumain. Une Roumaine. Et la Roumaine a eu un problème, c'est qu'il y a eu un problème de barrière de la langue avec la clientèle. Il a changé, ça ne l'a pas fait. Donc il a refait des recherches de candidats. Donc 8 mois après, il a retrouvé un candidat. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme candidat? Une Roumaine à nouveau. Et cette fois-ci, ça le fait. Alors, moi, j'hallucine. J'explique à cet interne, je ne comprends pas. Vous êtes du Lavandou, votre médecin vous donne le cabinet Lavandou, pourquoi vous n'y allez pas? Changement de paradigme. Monsieur, je ne veux plus travailler tout seul en cabinet. Donc aujourd'hui, tous les médecins que l'on a veulent travailler en cabinet de groupe et à plusieurs. Pourquoi? Pour se relier le soir, pour avoir une vie de famille, pour partir au ski, etc. C'est un changement de paradigme. Deuxième chose, ils veulent travailler dans des cabinets de groupe avec une infirmière à côté, un petit laboratoire et de l'imagerie.
c'est-à-dire tout sur place. Ça rejoint le patient qui vous voit dans la filière là, du patient qui vient pour les urgences, que vous soignez parce que vous êtes obligé de le soigner, et puis quand vous le soignez, vous l'examinez, vous lui faites une prise de sang, et vous lui faites un scanner parce que ça l'est. Il me dit, mais docteur, c'est extraordinaire ici, moi c'est fini, j'ai tout sur place, je vais plus voir mon médecin traitant. Je dis, hop, attendez, on arrête tout, c'est pas... Mais vous comprenez un peu le sens, l'évolution des choses.